De formation, j'ai d'abord fait des études de physique. J'ai fait un doctorat en physique. Et donc la physique théorique m'a donné la logique et la rigueur. Mais je me suis vite rendu compte que quand on passait au domaine de la biologie, c'est un autre système, c'est des systèmes plus complexes et on ne peut pas enfermer le vivant dans des équations. Alors, compte tenu de ça, j'ai regardé les gens dans les laboratoires, je me suis rendu compte qu'ils avaient des croyances. Alors, chacun a ses croyances. Le propre d'une croyance, c'est qu'elle n'est pas fondée sur des choses objectivables. On adhère à quelque chose sans forcément avoir des preuves qui confirment ou infirment les choses. Et donc, en écoutant les gens parler de santé, de politique, etc., je me suis dit, il manque des éléments, donc je suis devenu anthropologue. Et puis après, un individu, ça reste quand même une personnalité singulière, même s'il est dans une culture donnée. Alors, je suis devenu psychanalyste. En quelques mots, mon parcours. Alors, comme vous, depuis le mois de mars, je regarde la situation. Et j'ai été amené à m'intéresser à l'ingénierie sociale et à la psychologie sociale, qu'on pourrait qualifier de l'art de manipuler les gens. Alors, existe-t-il une façon de manipuler les masses ? Est-ce que nous-mêmes, nous ne nous manipulons pas ? Vous voyez, on est toujours à la fois un manipuleur, manipulé. Alors, l'ingénierie sociale est née avec la publicité, et en particulier le fondateur de l'ingénierie sociale, qu'il appelait la manipulation de l'opinion, c'est Édouard Bernays. Édouard Bernays est le neveu de Sigmund Freud, on ne le présente plus. Voilà. Il est parti aux États-Unis et là, il s'est intéressé à l'art d'amener un consommateur à acheter un produit. On peut définir la publicité ainsi, c'est l'art d'interrompre le fonctionnement d'un cerveau le temps de lui vendre un produit qui, chez lui, lui servira pas toujours à grand-chose. Alors, il y a des techniques de manipulation, l'art de persuader un client d'acheter quelque chose, et en particulier, progressivement, il s'est rendu compte qu'on pouvait manipuler les masses. Et une des premières réussites d'Édouard Bernays, ça a été d'amener les femmes à fumer. À l'époque, on est en 1929, une femme qui fumait était une femme de mauvaise vie. Comment a-t-il réussi ? Eh bien, il a organisé en 1929 ce qu'il appelait la retraite au flambeau des brigades de la liberté. Retraite en flambeau, donc la flamme, donc symboliquement c'est le feu, la cigarette. Et les brigades de la liberté, c'était des femmes qui ont circulé avec une cigarette à la bouche. Et le message qui était donné aux États-Unis était le suivant: je suis une femme libérée, donc je fume. Alors, assez rapidement, la presse va être le relais de ces brigades de la liberté. Et Hollywood va aussi apporter un appui à l'objectif d'Édouard Bernays, d'augmenter le nombre de gens qui allaient fumer, et en particulier toucher les femmes. Et Marlène Dietrich, qui était une des grandes vedettes hollywoodiennes à son début, fume. Et évidemment, je suis une femme moderne, donc je fume. Je ne fume pas, donc je suis une femme réactionnaire. Donc, on a organisé un grand défilé à New York où des superbes créatures fumaient, et assez rapidement, la cigarette est rentrée dans le domaine féminin, alors qu'avant, c'était hors de question. De même, c'est lui qui a inventé, c'est ce qu'on appelle du storytelling, une histoire complètement montée, le petit déjeuner à l'américaine avec du bacon. Et ça n'existait pas avant, on mangeait comme en Europe, on prenait des tartines de pain beurré, il n'y avait pas de bacon, il n'y avait pas de lard, tout ce qu'on a attribué par la suite au petit déjeuner à l'anglo-saxonne. Et donc, par la suite, il s'est occupé également de changer l'opinion publique des Américains pour les amener à accepter d'entrer en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à participer à la déstabilisation des pays d'Amérique du Sud. Comment, par exemple, on peut jeter
un discrédit sur un président et installer à sa place un dictateur. Tout ça, c'est l'œuvre d'Édouard Bernays. Voilà. Alors, dans son ouvrage principal, Propaganda, publié en 1928, il va définir ainsi comment il conçoit l'ingénierie sociale. Alors pour lui, il n'utilise pas le mot ingénierie sociale, il appelle ça l'opinion publique. Comment arriver à cristalliser l'opinion publique, à diriger l'opinion publique. Et vous êtes bien d'accord que si vous arrivez à contrôler l'opinion publique, là vous avez une dictature invisible. Alors il dit, dans son ouvrage Propaganda, la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est à la base de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible, invisible, contrôlent véritablement ce pays. Donc, si vous avez un petit groupe de gens qui sont capables, de manier l'opinion publique par la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma, ils forment un gouvernement invisible et ils dirigent véritablement ce pays. Ceux qui contrôlent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Dans un autre de ses ouvrages, qui s'appelle « Cristallisation de l'opinion publique », qui a été l'ouvrage de base du nazisme, publié en 1933, notamment Goebbels, le responsable de la propagande nazie, il dit ceux qui comprennent les mécanismes et les logiques qui règlent le comportement d'un petit groupe peuvent contrôler les masses à leur insu et à leur goût. C'est-à-dire que si vous comprenez comment un groupe de 10 personnes est régi par sa logique, son imitation, etc., vous pouvez véritablement étendre l'échelle de manipulation à l'échelle de masse. Et c'est exactement ce qu'on voit. Évidemment, depuis Édouard Bernays, les moyens pour contrôler l'opinion ont augmenté. On a des neurosciences, on a de la psychologie sociale, on a de la sociologie, on a la médialogie, la science des médias. Et tout ça, c'est ce qui s'est mis en place depuis cette pandémie pour amener l'opinion publique à être en accord avec ce qui vous est proposé. Alors, je vais vous proposer de changer votre regard. Je n'impose rien. Vous garderez votre opinion et votre libre arbitre. Mais je vais vous proposer de changer votre regard et on va essayer de voir comment on peut contrôler les masses et on fera une application pratique par rapport à cette pandémie. Alors, il y a 10 façons principales de contrôler les masses. La première façon, c'est la stratégie de la distraction. Donc, c'est bien connu, après 68, on est rentré dans la société de consommation. Un philosophe américain d'origine allemande qui s'appelle Herbert Marcuse a écrit un ouvrage qui s'appelle « Eros et civilisation ». Il montrait très bien comment, en amenant les masses à consommer et à la recherche d'un plaisir immédiat, on pouvait contrôler ces masses. Et c'est exactement ce qui s'est mis en place après 68. On a appelé ça une révolution, c'est plutôt une révolutionnette. Ça n'a pas changé fondamentalement la structure économique, mais ça a changé le rapport qu'avait chaque individu envers sa consommation et la recherche d'un plaisir hédoniste. Le prix à payer, c'est que progressivement, les jeunes générations, on les a éloignés de la politique. Comme on disait à une époque, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à toi. Stratégie de la distraction. Donc la télé a énormément augmenté cette diversion. Donc le gouvernement invisible, contrairement au fameux roman de George Orwell 1984, Big Brother is watching you, Big Brother vous regarde, vous, dans le roman, vous voyez Big Brother et Big Brother vous regarde. Sauf que depuis Édouard Bernays, vous savez pas qui vous regarde, ce gouvernement invisible. Et donc il faut pas beaucoup de personnes pour maintenir la masse mondiale. C'est ça qui est incroyable. 1%, c'est pas moi qui le dis, c'est Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001. Il dit 1% de la population américaine détient 99% des pouvoirs. Donc, vous avez une structure pyramidale.
1% au sommet, et à la base, il faut bien que ces 99%, on les persuade de faire ce que les 1% ont décidé. D'autant plus que c'est un gouvernement invisible, donc vous savez pas qui gouverne véritablement. On met des pantins. Si vous voulez avoir une idée de la politique américaine, c'est comme un casting. La clé de lecture des États-Unis, c'est Hollywood. Hollywood, c'est pas simplement un art de distraire les gens, c'est une machine de guerre économique. Donc, quand on met en place une équipe présidentielle, c'est comme un casting. On va choisir quelqu'un qui va être populaire, on va avoir des faux ennemis, voilà. Des fois, il y a des dérapages. Ça a été le cas de l'élection de Donald Trump. Voilà, il n'a pas l'élégance et la sveltesse du beau Obama. Mais, voilà, qui est le bon, qui est le méchant. Vous voyez, comme dans c'est un casting. On fait défiler les gens et on choisit celui qui a le plus de chances d'adhérer l'opinion publique. D'autant plus que, depuis quelques années, on vend nos données. Les big data. Donc, vous êtes obligé au départ, vous avez le choix. Maintenant, soit vous n'avez pas accès à un site internet, soit vous donnez vos données. Et en donnant vos données, vous avez un programme avec des psychosociologues qui regardent les tendances. Alors, tout ce qui est Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, c'est une avancée considérable pour la manipulation invisible parce qu'on sait les tendances pratiquement en temps réel. Et vous avez donc un immense programme qui s'appelle ShadowNet, où effectivement, voilà, c'est grâce aux données que vous concédez à livrer aux géants du net, et on a une idée comme la courbe de température devant le lit du malade. On sait si ça prend pas, etc. Donc c'est un outil considérable qui est venu s'ajouter aux autres. Donc première stratégie, la stratégie de la distraction. Deuxième stratégie, créer un problème pour mieux le résoudre. Alors ça, vous avez un ouvrage qui a eu un certain succès de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc. Il faut créer un choc. Alors le choc, ça peut être du désordre social. On laisse monter l'insécurité pour mieux prétendre résoudre le problème. Donc vous êtes l'antidote d'un problème que vous avez créé. Ça peut être une guerre. Ça peut être une guerre civile, ça peut être une tension ethnique, ça peut être une pandémie, ça peut être une crise économique. Peu importe, il faut qu'il y ait un choc. Et vous allez résoudre le problème que vous avez créé. C'est assez simple à comprendre, vous voyez, tout le monde peut le comprendre. Sauf qu'on a tous un postulat dans notre zone de confort, qu'on a tous reçu, que j'ai reçu, que vous avez reçu, c'est qu'un gouvernement, il ne peut pas nous vouloir du mal. Et on verra les sous-bassements psychanalytiques, c'est un postulat, si vous l'abattez, vous considérez que votre gouvernement est votre ennemi, vous avez un espace qui s'ouvre que vous ne pouvez pas ouvrir tant que vous êtes persuadé qu'il y a un côté paternaliste du gouvernement. Vous voyez, dans la structure pyramidale, il y a une sorte de régression. Et on verra, ça a été dénoncé par Tchalkotine, le viol des foules par la propagande politique. Il disait la chose suivante: il y a 4 grands fantasmes archétypales chez l'être humain. L'intérêt matériel immédiat, la peur, et donc la peur vous amène à rechercher de la sécurité, vous avez un besoin de sécurité et de normes, et on verra pourquoi. La norme, c'est très important, la norme sociale. Vous avez l'érotisation, tout ce qui tourne autour du sexe, une recherche, voilà. Et puis, vous avez l'agressivité. En fin de compte, il y en a 2 fondamentaux qui sont la peur et l'érotisation. Un objet, quand il marche bien, généralement, il est sexy et glamour. Et on a tous en nous une espèce de programme de régression qui nous amène à chercher une espèce de sécurité comme on avait dans le ventre de notre mère. Et cette sécurité, notre papa social, c'est le gouvernement. Et c'est un programme qui est inscrit en nous. On appelle ça un sentiment océanique. C'est-à-dire le fait d'avoir un cadre, comme on a pu en recevoir quand on était tous dans le ventre de notre mère, où voilà, tout est filtré, voilà, on est nourri, voilà. Et ça, c'est un fantasme que nous avons en nous et qui a été utilisé par des gens comme Zbigniew Brejnev,
qui a servi tour à tour Ben Laden, Carter, Obama, et il appelle ça le tititainment. Entertainment en anglais, ça veut dire distraction, et titi, c'est les seins. Donc si vous donnez à téter aux gens, c'est bien connu, hein, dans l'Antiquité, du pain et des jeux, hein, on a le même problème à venir que l'Empire romain a eu. Quand vous regardez l'histoire, bah déjà, la première chose, c'est que l'histoire n'est fait que de complots. Si vous, celui qui dit l'histoire, il n'y a pas de complot, bah, il connaît pas l'histoire, il est ignorant de l'histoire. L'histoire, depuis que l'homme est homme, c'est des luttes de domination, dominant, dominé, lutte de pouvoir, essayer d'avoir qu'est-ce que c'est qu'un parti politique, si ce n'est un parti qui veut avoir le pouvoir. Donc, je veux dire, la notion de complotiste est complètement aberrante. Quant à théoricien du complot, théorie, ça vient de Aristote, théoria, ça veut dire observer. Bah, en ce sens, ceux qui sont théoriciens du complot observent ce qui se passe, avec objectivité, discernement, et sur des choses factuelles, pas sur des opinions ou des débats d'opinion, puisque depuis un moment, ça fait quelques années, il n'y a plus de choses factuelles. Alors, vous comprenez que, comme porte d'entrée, la pandémie, c'est une théorie du choc, avec une deuxième vague qui n'est pas virale, mais qui est la crise économique, et l'insécurité. Et donc, à la clé, vous pouvez avoir le revenu universel à 800 € que les gens adorent, et c'est tititainment. C'est la tétée, vous voyez. 800 €, on vous dit, bah oui, c'est bien, 800 €, c'est déjà une base, puis après, tu pourras travailler. Sauf que c'est pas possible, puisque on est en train de vivre, et c'est caché à la plupart des Français, une révolution, la quatrième révolution, qu'on appelle la révolution 4.0, où 81% des emplois à plus ou moins brève échéance vont disparaître, remplacés par des robots, intelligence artificielle, etc. Il y a des gens déjà qui m'avaient contacté, médecins, ça va disparaître, hein. Dans une grosse majorité, on sera chez nous, connecté à un ordinateur, on aura un ordinateur qui va tourner, grâce à nos données, on pourra à distance, grâce aux objets connectés, prendre le rythme cardiaque, le pouls, tout ça, c'est déjà prêt. On pourra faire un diagnostic, on vous dira, vous avez tant de chances d'avoir telle maladie. Un pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? Il lit une ordonnance, il va vous chercher les médicaments, mais un robot peut le faire. On a déjà des robots qui sont capables de ranger une bibliothèque, de ranger un ouvrage de mathématiques dans un rayon de mathématiques, un ouvrage de littérature anglaise dans un rayon de littérature anglaise et pas dans le rayon de littérature allemande. Donc, on scanne l'ordonnance, le robot vous apporte le médicament, et puis à la limite, bah, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. On appuie sur un bouton, il y a un drone qui vient vous livrer. Et on va vous dire, bah, le médecin, vous avez des horaires bien précises, là ça sera 24 heures sur 24, le médecin, il n'a pas de retraite, il n'est pas obligé de dormir, les femmes n'ont pas obligé d'avoir de congé de maternité, etc. Et c'est pareil pour les pharmaciens, pareil pour conseillers financiers, hein. Vous allez rentrer vos revenus, pof, le programme vous dira oui, non. Hôtesse d'accueil, et on pourrait, professeur d'université, c'est ringard. Vous aurez un programme, si vous êtes une femme, on va vous dire, vous préférez avoir un professeur jeune, âgé, aux tempes grises, ou une femme, vous la voulez sexy, sévère, qu'est-ce qui vous convient mieux? Puis après, on va vous enlever tout ça en disant, bah, c'est normal, plus on est proche de son enseignant, mieux on apprend, donc c'est ringard d'avoir un seul enseignant. Mais à la limite, c'est comme les présentateurs de télé, ils sont choisis sur leur physique. Après, ils livrent un téléprompteur, donc on n'a plus besoin d'un présentateur de télé qui va débiter son discours comme un robot pourrait le faire. Et Laurent Alexandre, qui est un des chantres qui fait la promotion du transhumanisme, dit dans les années à venir, quand vous allez rechercher un travail, la première chose qu'on va vous dire, est-ce que vous avez une valeur ajoutée par rapport au robot? Créer un problème pour mieux le résoudre. Donc vous créez la pénurie de travail pour mieux résoudre avec un revenu universel. Vous avez compris. Et à Rome, c'est ce qui s'est passé. Les grands propriétaires terriens avaient avalé les petits propriétaires terriens. Et ils se sont tous retrouvés à Rome. Et comment on allait faire pour maintenir cette masse? On a trouvé les jeux du cirque, les pains, le pain, donc à manger. Puis voilà, du pain et des jeux, panem et circenses, comme on dit en latin. Troisième stratégie,
c'est la stratégie de la dégradation progressive. C'est ce que j'appelle le fascisme homéopathique 5CH. C'est jamais, vous voyez, c'est fait progressivement. Rappelez-vous quand on nous parlait du réchauffement. Au début, mais non, puis un petit peu, puis maintenant c'est officiel. Donc c'est pareil. Mais non, on va remplacer que 20% des métiers, vous inquiétez pas, puis 30, puis 40, puis 60, puis 80. Donc on peut pas donner brutalement l'information, on y va progressivement. C'est graduel, pédestre. Fascisme homéopathique 5CH. Et des fois même, c'est en dilution corsacovienne, quoi. Vous ne voyez pas, c'est invisible, mais ça se met en place. Quatrième stratégie, c'est la stratégie du différé. On s'occupe dans la pandémie, la crise économique, on verra après. Mais la crise économique, elle fera plus de dégâts que le virus. Donc, vous avez toujours, on verra, la stratégie du différé. Procrastiner, on verra après. Ben, généralement, on ne voit jamais. Cinquième stratégie, c'est s'adresser au public comme un enfant en bas âge. Si vous avez regardé le discours de notre cher président, on a l'impression d'avoir 5 ans. Voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour rater, mais c'est à cause des Français, ils n'ont pas assez mis leur masque, le français n'est pas docile, etc. Mais eux, ils ne sont pas responsables. Ils ont bien pensé. D'ailleurs, la fameuse dette qu'on doit payer, qui est responsable? C'est bien les élites. Parce que vous avez décidé du plan économique qui amenait la France dans telle ou telle direction. Ah non, vous avez voté pour quelqu'un, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un. Quand je dis voter, vous avez surtout essayé d'éviter celui que vous ne vouliez pas. C'est tout, hein. Je veux dire, c'est l'échec de la démocratie, vous êtes bien d'accord. On vote pas pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Et ça marche bien, hein. Vous avez toujours l'épouvantail qui s'appelle le Front National, qu'on sort quand il faut, et vous êtes face à un dilemme. Est-ce que, comme disaient les lycéens lors du deuxième mandat de Chirac, mieux vaut un escroc qu'un facho? Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'escroc étant Jacques Chirac et le facho étant Jean-Marie Le Pen. Oh, mais c'est pas grave, maintenant Jean-Marie Le Pen, on l'a mis au rencard. Peut-être Marine Le Pen, mais bon, non, la petite fille. Marion Maréchal Le Pen, c'est mieux, quoi. Voilà. Et c'est bien, c'est comme au Bahamas, on nous fait le coup. On a un président noir, donc on aura une femme. Ah, c'est la nouveauté, quoi. Alors, autre stratégie, c'est s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Donc, les médias vous ont rappelé chaque jour que c'est mortel, que tous les jours, bon, voilà. Sur 27 millions de gens qui fréquentent les salles de sport, il y a 207 personnes qui sont des cas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Ce sont des cas asymptomatiques et on sait que quand vous avez été testé positif sur des tests qui sont faux à 50%, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, il y en a plein. Vous regardez les bons scientifiques, c'est-à-dire partout ailleurs, sauf en France, par les 3 petits cochons, c'est-à-dire Didier Raoult, Perron, et tout ça, voilà, les 3 petits cochons, et hérétiques évidemment, le reste, voilà, c'est... Alors, évidemment, ça faire peur aux gens, leur faire peur, la peur première des individus, c'est la peur de mourir, c'est la peur princeps. Donc, si vous appuyez là-dessus, vous faites en sorte. Ensuite, on a tous des traumatismes en nous, d'abus de nos parents, d'abus de pouvoir, etc. Et donc, quand quelqu'un a été traumatisé et qu'on appuie dessus, bah, il devient tout docile. En permanence, vous êtes ramené à l'ordre, comme vos parents qui vous disaient bah, tu t'es pas lavé les mains, tu iras au lit sans dessert. Ou l'enfant qui a malheureusement un parent alcoolique, il rentre, il a été un petit peu bruyant, il se reprend une correction et il va dire bah oui mais c'est normal, j'ai été un petit peu bruyant puis j'ai énervé papa. Alors vous êtes responsable de quoi? Faut pas énerver le président de la République, faut mettre son masque, etc. Donc quand vous avez un conflit qui n'est pas solutionné, ça vient s'ajouter à cette espèce de sentiment océanique et ça cogne dessus. Désobéissance, puni, tu mets pas ton masque, c'est la peur du gendarme. Finalement, quand on réfléchit, on est en train de brader notre liberté pour 135 €, quoi.
Est-ce que, voilà, essayez de calculer si on va vers un revenu universel, vous avez des dizaines de kilos d'euros que vous allez perdre, alors que là, vous avez la possibilité de vous positionner. La position est quelque chose d'essentiel dans la vie, le positionnement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le philosophe Jean-Paul Sartre avait une phrase qui avait donné lieu à beaucoup d'énervement et de polémique. Il a dit « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Alors évidemment, pris au premier degré, qu'est-ce qu'il raconte? Les Allemands sont sur le sol français, ils nous parlent... Non, il voulait dire que parce qu'il y avait un ennemi, il fallait se positionner, quelle que soit la position que vous alliez prendre. Est-ce que vous étiez neutre? Est-ce que vous étiez un résistant passif, un résistant actif ou un collabo? Vous n'avez pas la même nécessité de vous positionner quand vous êtes dans l'âge d'or de la démocratie. D'ailleurs, Démocratos, le pouvoir du peuple, il y a longtemps qu'on l'a plus. La Res Publica, on est en état sanitaire d'urgence. Je vois pas, c'est décidé par notre président. D'ailleurs, si vous relisez la vie des 12 Césars de Suétone, vous verrez que Emmanuel Macron, il ressemble étrangement soit à Néron, soit à Caligula. Ces espèces d'empereurs déments. Vous voyez ce que je veux dire? Néron avait allumé des incendies à Rome. Alors évidemment, on a la parade à tout, il est fou. Ah oui, il est fou. Voilà. Mais ça, il a un peu un allure de Néron ou de Caligula, qui avait nommé proconsul son cheval. Voilà. Regardez-le sous cet angle, vous verrez, on nous a présenté comme le règne de Jupiter, mais c'est un Jupiter foudroyé. Bon. Ensuite, encourager le public à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance. Alors ça, c'est royal. Moi qui ai enseigné pendant des années, j'ai vu progressivement, non pas le QI baisser, parce que le QI, ça s'entretient. Un cerveau, c'est le contraire de la pile Vander. La pile Vander, elle s'use quand on s'en sert, le cerveau, il s'use quand on s'en sert pas. Donc, les gens ne sont pas entraînés à relier les choses les unes aux autres. Et donc, le fait d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est plus riche en analyse. Évidemment, si vous avez quelque chose de monodisciplinaire, donc chacun s'est contenté d'être excellent dans son domaine, mais sorti de son domaine, il a comme démissionné. Alors moi, je me souviens des perles que j'avais reçues dans un magasin bio qu'on ne citerait pas. Je lui disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller avertir les gens? Il m'a répondu, mais rien, moi je suis pas médecin, je peux rien faire. Donc voilà, son intelligence était arrêtée comme une barrière douanière à la frontière de son intelligence. Il n'était pas médecin, donc il n'avait pas d'opinion. Vous imaginez? Vous devez vous en remettre à un spécialiste. Alors, l'écrivain irlandais George Bernard Shaw avait une jolie formule, il disait « à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Donc, le spécialiste, il a une culture encyclopédique sur un timbre-poste, mais sorti de ce timbre-poste, il est aussi banal que le commun des Français. Voilà. Donc, vous voyez bien, nos élites sont pas des élites, parce que je vois pas pourquoi on serait dans une catastrophe. Quoi. Que fait la police? C'est le moment de le dire. Alors, autre stratégie, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Alors, ça c'est, dès que vous avez un peu de culture, vous devenez prétentieux, et donc c'est l'ego qui est touché, l'ego de l'autre. Donc au bout d'un moment, on a un principe d'imitation, on essaye d'imiter l'autre, et on a tous besoin d'une appartenance sociale. Ça c'est fondamental pour comprendre la notion de norme. Vous avez vu, on a en nous ce besoin de sécurité et d'être dans une norme. On a tous besoin d'appartenir à un groupe. Ça fait partie de ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow. Un individu, pour vivre, il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir. Ça, c'est les besoins physiologiques, biologiques primaires. Mais évidemment, la vie ne se réduit pas à ça, même si en période de confinement, ça sera bien métro avant 21h, boulot, dodo. Surtout. Bientôt. Et bientôt, on va voir si vous n'êtes pas 7 dans votre appartement, ce qui serait une grave faute qui vous enverrait en prison. Alors, l'étage supérieur, c'est le besoin de sécurité. On a tous besoin d'un domicile, d'un endroit où on se sent sécurisé, ne serait-ce que quand on dort, on est livré à tous les dangers possibles, donc il faut un endroit sécurisé. Regardez un chien, s'il n'est pas sécurisé, il ne va pas dormir. Besoin de sécurité. On a tous besoin d'appartenance à un groupe et d'amour.
Ça fait partie des besoins de l'homme. Donc, vous pouvez imaginer, c'est de la distanciation au cube. Vous avez déjà un masque qui vous met en distanciation. Vous êtes en période de couvre-feu et fondamentalement, l'autre devient un ennemi et vous êtes distancié de vos propres ressentis, ce que j'appelle la distanciation au cube. Ah, pourquoi on n'appelle pas ça distanciation sanitaire? Non, distanciation sociale, c'est-à-dire on doit être dilué. Voilà. Donc quand on amène les gens à être très éloignés les uns des autres, on fait de un groupe une succession d'individualités, on limite la prise de conscience. Maintenant, quand vous allez à un café, vous devez donner votre nom et votre numéro de téléphone. Pour la température. Voilà, pour la température, bien sûr. Puis comme ça, on sait avec qui vous êtes, etc. Donc ceux qui ont connu, moi j'ai dirigé des mémoires à l'université, des gens qui ont connu les dictatures des pays de l'Est, nous avait déjà averti, puisque une amie roumaine nous avait dit, vous êtes en 2005, hein, il y a un parfum de dictature qui se met en place. Le père de Monica, qui est mort en 2020, début 2020, à 102 ans, nous disait, ce parfum, je le ressens, je l'ai connu en 33. C'est-à-dire que, voilà, on sent, les gens rentrent dans des normes, c'est le politiquement correct, on amène les gens à la délation, voilà, on est tous en surveillance les uns des autres, etc. Donc, un individu qui ne mettrait pas son masque, ça devient d'ailleurs un hérétique. Il n'a plus l'appartenance au groupe social, vous comprenez? Puisqu'on a ce besoin. Le besoin, donc, il devient hors groupe social. Et dans les peuples traditionnels, la pure définition, c'est d'être banni du groupe. C'est pire que la prison. Après, vous avez besoin d'avoir une estime de vous, mais quand vous entendez le discours présidentiel, vous ne pouvez pas avoir une estime de vous. Hein. C'est de votre faute. Hein. Il fallait mettre votre masque, d'avoir des distanciations sociales plus strictes, on ne serait pas là. Et puis, il y a la réalisation de soi. Donc, une société, quand elle a atteint son développement, son accomplissement, elle devrait permettre à chaque individu d'avoir satisfaction à tous les étages. Essayez, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais à combien d'étages vous êtes satisfait? Alors, si on les prend les uns après les autres, besoin de sécurité, ça devient... voilà, on a des phases à projeter. Donc, forcément, le premier besoin primaire, celui de manger, boire et d'avoir un lieu, il est menacé. Le besoin d'appartenance, on vous l'enlève, puisque c'est la volonté de vous individualiser. Distanciation sociale, estime de soi, non. Dans la situation actuelle, voilà. Et puis la réalisation de soi, non, c'est pas possible. Donc vous voyez, la pyramide de besoins de Maslow, elle est explosée. Alors, remplacer la colère par la culpabilité, ça marche très bien. Et enfin, la 10e stratégie et l'ultime stratégie, connaître l'autre, le public, le groupe, la société, les individus mieux qu'eux-mêmes. Et donc, effectivement, on a depuis les années 30 progressé dans l'ingénierie sociale grâce aux neurosciences, aux sciences cognitives, etc., etc. Alors, vous voyez bien que quand vous avez créé un choc, vous avez deux réactions qui sont bien connues des ethnologues qu'on appelle l'effet de gel et l'effet de fluide, ou l'effet de fluidification. Si vous prenez un groupe humain, un pays, n'importe quel individu, il a une tendance naturelle à ne pas vouloir changer et à maintenir ses structures internes de fonctionnement. Ça, c'est dans la nature humaine. En termes plus savants, on dirait conserver ses habitus. Les habitus, c'est les modes d'être, d'agir, de penser, sa façon de voir. Le fait de maintenir son intégrité, en quelque sorte, fait partie de la nature humaine. Et on peut définir la culture comme un ensemble d'habitudes qui sont transmises à l'identique de génération en génération. Quand vous voulez imposer de nouvelles normes, il faut d'abord, dans une première étape, créer une action extérieure, un choc. Et donc, l'action extérieure désigne le fait de jeter un trouble dans la dite culture et la dite tradition, à créer des tensions, c'est ce qu'on est en train de créer, hein, les pro-masques, les anti-masques, etc., dans le but de déstructurer ses habitudes de fonctionnement et de disloquer ce groupe à plus ou moins brève échéance. Donc, vous comprenez qu'il y a 3 étapes. Première étape, vous faites une action.
On a tous fait ça. C'était un geste pas très malin, mais quand on était jeune, on donnait un coup de pied dans la fourmilière et puis vous voyez que toute l'organisation est perturbée. La deuxième étape, vous allez essayer d'imposer du fait du choc de nouvelles normes et généralement vous allez convaincre les gens que leurs habitudes sont pas bonnes, sont pas adaptées à la situation donnée. Par exemple, mettre un masque, en dehors de cette urgence sanitaire, ça serait pas justifié. Vous êtes bien d'accord, mais ça devient justifié. Et même si vous mettez votre masque, vous êtes un héros social. Vous protégez les autres, mais s'ils sont bien protégés. Alors, des questions de base. Quelle est la taille du virus et la taille du maillage d'un masque? Vous regarderez, c'est 100 fois plus petit. Ouais. Donc voilà, quand vous achetez des masques dans les supermarchés, on vous dit ne protège pas du Covid-19. Ça sert à quoi le masque? Alors, ça, quand vous le portez plusieurs heures, jusqu'à 7 heures, ça peut diminuer de 30% le taux d'oxygénation, et donc moins d'oxygène, donc baisse de la défense immunitaire. C'est curieux, ça fait l'inverse de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on nous dit ça va nous aider pour combattre la pandémie, mais ça abaisse notre défense immunitaire. Il me semble que c'est l'élément majoritaire pour pouvoir neutraliser un virus, me semble-t-il. Ensuite, vous êtes dans une atmosphère chaude, humide, et vous rejetez du gaz carbonique, donc vous êtes en acidification, et vous faites le lit des bactéries et des champignons, notamment l'aspergillus qui donne l'aspergillose. Alors, c'est quoi le bénéfice du masque? Vous mettez une distanciation sociale et vous imposez progressivement un contrôle social qui sera renforcé après par... On commence par une dictature sanitaire qui va entraîner une dictature politique, une dictature économique, et puis voilà. C'est parti. Mais voyez bien que si on avait imposé ça dès le départ, ça ne marcherait pas. C'est tout ce que Bernays a mis en avant, gouverner de façon invisible et convaincre une population des bien-fondés d'un problème qu'on a créé. Vous voyez, par exemple, il y a des choses toutes bêtes. Jusqu'en 2019, une pandémie, c'était une épidémie à l'échelle mondiale avec un haut taux de mortalité. En 2009, on a enlevé haut taux de mortalité. La tourista, c'est une pandémie. La toux devient une pandémie. On tousse dans les 4 coins de la planète, donc ça devient une pandémie. Donc à partir de là, ça devient intéressant, parce que quand vous êtes en pandémie, c'est l'OMS qui intervient, l'Organisation mafieuse de la santé. Donc, chacun des pays va se référer à l'OMS, chaque pays va rentrer en état sanitaire d'urgence, ce qui permet de mettre en place décrets, amendements, et donc progressivement grignoter notre liberté et être entraîné dans un processus dynamique liberticide. Oui, ça c'est facile à comprendre. Alors, depuis quelques années, on n'est plus dans des faits objectivables. Ce qui est le propre de la science, c'est des faits. On est dans des débats d'opinion. Alors, Yasmina Reza, qui est une auteure romancière et auteure de théâtre, a suivi la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2007, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'aube, la nuit ou le soir, et elle a discuté avec Lionel Soli, qui était responsable de la communication chez Nicolas Sarkozy. Il lui a dit une phrase clé. La réalité ne compte pas, ce qui compte, c'est la perception de la réalité. Il n'y a plus de réalité. Ce qui compte, c'est que vous y croyez. Et donc, une journaliste qui avait vu le conseiller en communication, qui s'appelle Woodward, et on lui a dit, ce qui est embêtant avec vous, c'est que vous croyez encore qu'il y a une réalité, mais la réalité, c'est nous qui la fabriquons. Ou elle réelle, ou elle virtuelle. Donc on est rentré dans ce que Platon appelle le simulacre, le virtualisme. Et vous voyez que c'est des débats d'opinion. Même des revues prestigieuses comme The Lancet, New England Journal of Medicine, etc., ne sont plus dans des articles scientifiques, c'est des débats d'opinion. Je crois, j'y crois pas. On est rentré dans la foi, quoi. Donc je crois à l'hydroxychloroquine ou j'y crois pas. Voilà. C'est exactement ce qu'avait dit, on reviendra sur Donald Trump, et il avait bien joué le jeu, puisqu'il a demandé, à mon avis c'était un peu fait exprès, son responsable de la communication en matière d'infectiologie, ah oui, comment il s'appelle ce gars en France? Oui, Raoul, je crois à ce gars-là. Vous voyez, j'y crois, je mise sur lui, quoi. Mais la science, elle s'est pas faite sur j'y crois pas, c'est le domaine de la foi.
J'y crois pas, parce que c'est de la balancier. J'y crois pas, j'y crois pas. Donc vous allez, si vous suivez les journaux mainstream, vous allez avoir une idée de la réalité. Si vous écoutez des lanceurs d'alerte, vous aurez une autre réalité. Donc vous voyez bien où est la réalité. Il reste un fait objectif, c'est le rapport au fait qui est différent. Mais si on a fait en sorte, grâce à toutes les techniques d'ingénierie sociale, à changer votre rapport au fait, et on fait adhérer à quelque chose qui est un scénario, bah, où est la réalité? Vous voyez bien que, hop, elle disparaît. Donc, en France, si vous voulez, jusqu'en janvier 2020, on pouvait acheter l'hydroxychloroquine en pharmacie sans ordonnance. Voilà. Donc, depuis 30 ans, l'hydroxychloroquine a été utilisée par 2 milliards de gens. Et son ancêtre, la chloroquine, qui était un petit peu plus porteuse d'effets secondaires, c'est 4 milliards et demi. Donc on va faire la somme de ces deux chiffres, 6 milliards et demi. C'est pas mal comme échantillonnage. Si vraiment il y avait eu des effets secondaires, comme nous a dit, terribles, avec des problèmes cardiaques et voilà, est-ce que vous croyez qu'on aurait continué à utiliser de l'hydroxychloroquine et surtout d'y avoir accès sans ordonnance? Vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est quand même curieux. Et de même, en Belgique, en décembre, on ne pouvait plus avoir l'hydroxychloroquine. C'était même pas en janvier. Et donc, et l'azithromycine, pareil. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, on a adhéré à ça. Donc, pourquoi croire à Raoul? Il a les cheveux longs. Il a une bague de mort. Il est dans l'ego. Il a un gros ventre. Il a les cheveux gras. Il a une blouse blanche. Vous voyez, enfin, voilà. Il est un agent du Mossad. Il veut se faire des couilles en or, comme on dit, avec les plaquenil. Bah, le malheureux, il lui faudra vendre beaucoup de plaquenil, 4,75 € la boîte. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut salir l'adversaire et avoir une écoute a priori. Ça, c'est très important. Et donc, dans les stratégies de Schopenhauer, pour avoir toujours raison, l'ultime stratégie, quand vous ne pouvez pas venir à bout de votre adversaire parce qu'il est supérieur à vous en termes d'arguments, ben, il faut insister sur son physique. Et donc, vous faites diversion. Donc, le problème, on pourrait résumer ça, vous avez comme quelqu'un qui est dans le classement Esperscape, donc c'est pas des gloires locales, c'est des gens qui sont dans un classement international, et vous avez des médecins qui viennent discuter avec lui, c'est comme si on avait un prix Nobel de physique qui était pris à partie par un professeur de collège. Vous voyez ce que je veux dire? Sur des débats d'opinion, j'y crois pas, alors que lui, il arrive avec des choses factuelles. Et on a enterré l'affaire. Et on pourrait multiplier avec l'Artemisia annua, enfin voilà. Il y a une chose toute bête, hein. Notre défense immunitaire, elle présente deux axes, la défense immunitaire humorale qui passe par les anticorps et la défense immunitaire cellulaire qui passe par des cellules, les lymphocytes B et T. Donc les lymphocytes B fabriquent les anticorps, les lymphocytes T sont chargés d'aller tuer tout ce qui est non-soi, les intrus. 90% de la défense immunitaire vient des cellules et 10% vient des anticorps. Alors pour les hommes, c'est comme si dans une équipe de foot, l'avant-centre, on disait on met 90% de l'énergie et le reste rien. Ouais, ça c'est pas possible. Donc, on nous dit qu'on attend comme le pain béni ce vaccin, mais il y en a un, ça s'appelle le plasma immunisé. C'est connu, le laboratoire Takeda l'avait proposé. Puis c'est connu bien avant. Madame Karine Lacombe a fait des expériences, ça ne marche pas. Or, on sait très bien, le laboratoire Takeda l'a montré. On prend du plasma d'une personne qui est en contact avec le SRAS-CoV-2, il a donc des anticorps. Les anticorps ont un caractère universel, vous l'injectez à quelqu'un, le problème est résolu. Vous en avez entendu parler? Ah ben non, il y a un détail embêtant, c'est Donald Trump qui propose ça. Il y a même dans les arguments, on ne pouvait pas croire à ce que disait Raoul, parce que Donald Trump le soutenait. Vous vous rendez compte jusqu'où on a été? Le comble du mauvais goût. De même, il y a les coques d'or, vous voyez, produit bio, la produit dégueulasse, Donald Trump. Donc, voilà. Donc, on est rentré dans le virtualisme, on a infantilisé les gens, et puis, il y a des tas de généraux qui ont écrit des bouquins intéressants, mais que personne ne lit, parce que c'est militaire. Alors ça aussi, ça fait partie de la pensée post-68 le militaire, il est forcément du mauvais côté. Et donc, il y a le général Frank Kitson, avec un K,
Donc, il a été un héros de la guerre de Malaisie, de Malouine, d'Irlande du Nord, du Yémen. Il a été le général en chef de la garde royale d'Angleterre. Il est également donc de 82 à 85, de 83 à 85, il a été général aide-de-camp de la reine Elisabeth II. Il a été grand croix de l'ordre de l'Empire britannique. Et ben, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Manuel pour prendre le pouvoir. Il dit, quand vous faites une guerre contre un peuple, c'est pas la même chose que faire une guerre avec un autre pays. La guerre contre les peuples, ça passe par un formatage de tous les modes de communication. Et ça commence par les ministres, l'administration, etc. Je vous laisse conclure. Deuxièmement, on crée des pseudo-groupes, des gangs qui vont créer du désordre. On crée des services d'action civique ou des forces civiques qui vont créer du désordre, y compris des attentats. Parce que parmi l'action extérieure au groupe, il y a aussi l'attentat, le terrorisme. Et puis, à partir de là, vous allez faire ce qu'il appelle de la black propaganda, c'est-à-dire des faux documents. Vous voyez, c'est comme Ben Laden, on a les preuves, c'est lui, etc. Ensuite, vous allez détourner la jeune génération de la politique, et même vous allez les détourner de cette identité nationale. Maintenant, quand vous parlez de patriotisme, vous êtes forcément du Front National. C'est estampillé Front National, vous voyez. Comme disait le général de Gaulle, être patriote, c'est aimer son pays, être nationaliste, c'est détester le pays des autres. Donc, les frontières sont nécessaires. Si vous voulez, s'il n'y a pas de frontière dans une cellule, elle meurt. La membrane cellulaire, c'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va mépriser tout ce qui est en dehors de la frontière, mais vous gardez une identité. Ce qui fait qu'actuellement, la politique internationale, elle se divise en deux grands groupes, c'est assez simple. Il y a les nationalistes et il y a les mondialistes. Les mondialistes, ils sont pour la destruction de l'État-nation. Et donc, il fallait effectivement convaincre les générations, et en particulier les jeunes générations, que être animé d'un sentiment patriotique, c'est ringard, c'est dépassé, c'est réactionnaire. Les frontières, ben non, il n'y en a plus besoin. Il faut une espèce de gouvernance mondiale qui permettra d'avoir une mainmise de la situation. On nous dit, même en réunissant les pays au sein de l'Europe, on va arrêter la guerre. Mais il y a longtemps qu'on ne fait plus la guerre comme on la faisait. On l'a fait à coup de délocalisation, de crise économique, etc. C'est une nouvelle guerre. Et ça s'appelle des guerres du quatrième type. Et vous avez des stratèges en politique, j'en ai lu un certain nombre, qui vous disent que dans ces guerres, il faut avoir une médiatisation asymétrique, c'est-à-dire il faut désinformer, il faut que ça soit complexe, ça soit des luttes de longue durée, c'est pas quelque chose qui se fait en un an, ça se prépare pendant des dizaines d'années. Il faut miner l'information, faire en sorte qu'en permanence les gens soient en dissonance cognitive. Alors ça, c'est un concept très intéressant. La dissonance cognitive a été découverte par un psychosociologue qui s'appelle Léon Festinger en 1957. Quand vous avez deux logiques opposées dans le champ de perception d'un individu, l'individu est mal, il ressent un mal-être. Oui à l'hydroxychloroquine, non à l'hydroxychloroquine. Oui au masque, non au masque. Et donc, c'est comme un oxymoron, vous voyez, dans la langue française. Quand vous avez deux mots qui ont des qualités opposées, ça crée une espèce de mal-être. L'ignorance encyclopédique, la neige brûlante, un politicien honnête. Voilà. Évidemment, je parle des étrangers. C'est des choses qui sont incompatibles, vous voyez. Et pourtant, effectivement, à partir d'un certain froid, vous avez l'impression d'être brûlé. Vous êtes tellement ignorant que votre ignorance devient océanique, encyclopédique. Donc, effectivement, on oppose avoir de la connaissance et pas avoir de la connaissance. Donc, la logique cognitive fait que les gens sont mal. Et quand on est mal, on va s'auto-censurer. Et généralement, on va éliminer la proposition ou la logique ou l'opinion qui est partagée par le plus petit nombre. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de ne pas avoir son appartenance au groupe. Et c'est la pire des censures. Parce que si vous regardez le nombre d'émissions, on a été habitué à ça, vous avez pour ou contre, un esprit non préparé, c'est presque plus dictatorial que de faire venir que la partie
qui correspond au discours, au narratif que le gouvernement veut donner. Donc, parce que vous vous dites, mais c'est qu'une thèse, mais quand vous avez deux thèses qui se confrontent, votre cerveau, il est mal, et donc il va éliminer l'une des propositions. Voilà. Et donc, vous avez qu'à regarder, les gens en dissonance cognitive, ils finissent par trouver des raisons du bien fondé des mesures gouvernementales. Les occupants sont pleins, puis il va y avoir une deuxième vague, et puis c'est vrai, il faudrait presque pleurer pour eux, parce que c'est pas facile d'avoir le pouvoir. Les pauvres, ils ont tellement de difficultés à gouverner. Donc, voilà, la dissonance cognitive, et si vous regardez, ben, c'est extrêmement présent à chaque instant de la pandémie, oui, non. Et toujours une espèce d'opposition, quoi. On n'aura pas de deuxième vague, on aura une deuxième vague. Il n'y aura pas de couvre-feu, il y aura un couvre-feu. Vous voyez, c'est toujours oui, non, peut-être. Et donc, on vit, il y a des tas de gens qui veulent connaître la physique quantique, ben, on vit dans un monde quantique. Il n'y a aucune certitude. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les esclaves noirs, quand ils ne savaient pas où les navires les amenaient, ils se suicidaient parce que pour eux, ils n'avaient pas de visibilité à moyen et surtout long terme pour l'avenir. Et donc, il y a des tas de gens, ben, on est obligé de naviguer à vue. Et il y a eu toute une préparation, par exemple, on a des études où vous avez de moins en moins de références historiques. Donc, on vous a coupé de votre passé. Puis vous vivez un monde de plus en plus rapide. On dit qu'on voit le diable dans le détail, mais on le voit aussi dans la rapidité. Donc, vous êtes un instant éternellement instant, et vous êtes en difficulté d'anticiper. Sauf que eux, ils anticipent. Ils anticipent jusqu'à 70 ans, un siècle d'avance, quoi. Après, ben, les technologies avancent, mais leur objectif est toujours le même. Et donc, l'objectif qui est visé, c'est d'avoir une gouvernance mondiale avec une juridiction unique, une langue unique, parce qu'on sait que la langue, c'est ce qui structure notre cerveau. D'ailleurs, la manifestation linguistique et la fonction d'arc réflexe de notre cerveau, à force d'entendre une chose, ben vous finissez par la prendre pour argent comptant. Vous savez comment on fait un tube en musique? Vous écoutez une fois une chanson, vous dites bof. Vous l'écoutez 2 fois, ah oui. 3 fois, et si vous l'avez écouté 10, 20 fois, bof. Vous finissez par y adhérer. Voilà. Ah donc, c'est pareil pour la publicité, effectivement, a été, comme je vous ai dit, le fondement de l'ingénierie sociale. Et donc, voilà ce que dit Ravé Caldini, qui est un des grands penseurs de la publicité, si je puis dire. L'engagement, le piège dans l'engagement. Vous avez quelqu'un, il vient vous voir et vous le laissez s'exprimer. Il a une association où il essaie de récolter des dons. Mais comme il vous a donné un discours, vous croyez en mesure ou en devoir de lui donner. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. C'est pour ça qu'on dit 1, piège de l'engagement, 2, réciprocité. 3, il faut avoir une autorité. Et généralement, si vous avez un professeur prestigieux qui vient pour vous dire que le produit est bon, c'est bien. Après, vous avez, ça peut être aussi, comment dirais-je, l'agrément, c'est une vedette qui vient, qui est connue et qui va vanter le produit. Après, vous avez la pénurie, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, on vous fera pour les vaccins, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis enfin, vous avez comment dirais-je, le quotient du groupe ou de la société, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tout le monde en prend, c'est forcément bien. Et donc, vous verrez qu'à un moment donné, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça me rappelle une anecdote où j'allais travailler à l'UNESCO, et à un moment donné, il y avait un grand congrès sur la faim dans le monde. Et à la fin du congrès, où il y avait des orateurs extraordinaires, il y avait un petit buffet le vendredi et midi. Et dans la foule, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai cru que ma main allait être plantée par une fourchette. Donc la peur de manquer, la pénurie, est quelque chose d'extrêmement habile. Et en matière de publicité, on vous dit nombre limité, tirage limité, on joue là-dessus. Or, on a des moyens qu'on appelle la fenêtre d'Overton, Joseph Overton, pour changer l'opinion publique. On vous aurait dit que vous alliez porter un masque et que vous auriez peur
allez, on va dire d'une grippe un peu plus sévère, vous l'auriez pas cru. Qui savait que chaque année, on avait une épée de Damoclès au-dessus de notre tête? Personne. On a chaque année entre 10 000 et 14 000 morts de la grippe. Même des fois, en 2017, on peut avoir des pointes, 27 000. Personne n'en avait parlé. Et donc, on vivait très bien ces épisodes de grippe. On prenait des précautions. Si quelqu'un était grippé, évidemment, on évitait de l'embrasser, mais vous n'aviez pas en tête que vous pourriez... il y avait un risque pour votre vie. C'est pas la même chose d'avoir une grippe avec la peur de mourir que d'avoir une grippe en disant ça va passer. L'être humain, il a une dimension, le psychosomatique, et il y a même une discipline qu'en France on a tendance à mettre de côté, qui est la psychoneuroimmunologie. En France, on a enlevé le mot psycho, la neuroimmunologie. C'est-à-dire vous êtes stressé, et quel stress supérieur que celui d'avoir un risque vital. Donc le stress va agir sur votre cerveau va donner l'ordre au niveau des reins, au cortico-surrénal, de produire une molécule que tout le monde connaît, le cortisol, les corticoïdes, et il y a une famille qu'on appelle les glucocorticoïdes, et ces molécules abaissent la défense immunitaire. Donc il y a bien une psycho, votre état d'esprit, vos émotions, vos pensées, entraînent une action neuronale, puis en finalité une action immunologique. Alors, autre chose, c'est qu'on a une pédagogie qui nous a soumis à l'autorité. Alors, il y a une expérience, vous connaissez peut-être, qui est l'expérience de Stanley Milgram. Stanley Milgram, c'est un psychosociologue. Alors, j'ai défini à plusieurs reprises le terme de psychosociologie. Donc, on a la psychologie qui touche l'individu, et il y a la psychosociologie, c'est la psychologie de masse. Alors, je vais faire juste une parenthèse. Les premiers qui ont réfléchi sur la psychologie de masse sont des Français, d'ailleurs. Gabriel Tardet, qui constate en 1903 qu'un individu dans la foule, il se comporte comme un automate. Voilà. Et surtout, il va avoir un processus d'imitation. Donc, Gabriel Tardet va définir le concept d'imitation comme le processus fondamental de la réalité sociale. Il va en montrer son caractère sélectif et dynamique, et il ajoute qu'il transforme l'individuel en social. Et Gustave Le Bon, en 1895, va écrire un ouvrage qui sera le livre de chevet d'Édouard Bernays, le neveu de Freud, et il dit la chose suivante, que dans une foule, on perd sa personnalité. Un individu qui est calme peut devenir féroce. Les foules ne sont pas démocratiques et tolérantes. Les foules sont plus sensibles au côté émotionnel qu'au côté rationnel. Elles sont frappées par le côté merveilleux des choses. Et tout individu, quelle que soit sa culture et son intelligence, est nivelé vers le bas. Ça, c'est la caractéristique des foules. Il parle d'une âme collective. Donc, il y aurait deux types de comportements. Le comportement individuel et le comportement de foule. Et ce qu'on voit, c'est exactement ça, un comportement de foule. Et quand vous êtes en psychologie de foule, vous êtes en réaction, c'est un état émotionnel et non plus un état rationnel. Donc on réfléchit plus. D'autant plus qu'on a tous connu des abus de pouvoir et qu'on a tous ce fantasme de protection océanique. Donc évidemment, vous voyez que l'individu est facilement manipulable. Et il va dire que pour lui, la psychologie de foule transforme l'individu en automate. Et il parle d'état de suggestion hypnotique, c'est-à-dire on est dans un état de conscience modifié. Vous n'avez pas l'impression que depuis que la pandémie est arrivée, on est dans un état de conscience modifié, presque somnambulique, où les gens errent, etc. Alors, Stanley Milgram, qui est donc un psychosociologue, donc la psychosociologie va associer à la psychologie la sociologie. La sociologie essaie de comprendre comment les gens relationnent entre eux. Et donc on peut dire que la psychologie sociale, c'est la discipline qui étudie objectivement la façon dont les gens s'apprécient, s'influencent et relationnent les uns avec les autres. Ou on peut dire que la psychologie sociale est la discipline qui étudie de façon systémique les interactions humaines dès leur fondement psychologique. Voilà, à peu près la psychologie sociale. Et donc Stanley Milgram, qui est un psychosociologue, a fait une expérience à l'université de Yale. Voilà comment elle était présentée. Il décide de faire une expérience sur l'influence de la douleur sur la mémorisation. Et donc il passe une annonce dans un petit journal où les gens vont être tour à tour expérimentateurs et expérimentés pour une somme modeste qui est de $4
pour l'expérimentation qui dure quelques heures et 50 cents pour le déplacement. Et donc, on va tirer au sort dans les bureaux de Stanley Milgram qui aura tout l'attirail du vrai professeur, c'est-à-dire la blouse blanche, la cravate, à l'époque peut-être le nœud papillon, et on est au sein de l'université de Yale dans un bureau où c'est marqué « Professeur Stanley Milgram ». Donc, il y en a un qui va être expérimenté, l'autre qui sera l'expérimentateur. Alors, ça consiste en quoi l'expérience? On va donner une liste de mots à des gens, et il y aura une couleur associée. On lit une trentaine de mots avec des couleurs associées, et après on va leur demander, pas dans l'ordre où on leur a dit, si on prend un exemple simple, ciel bleu, évidemment c'est plus compliqué que ça, donc si on dit bleu, la personne doit répondre ciel, et vice-versa. Alors, à toute mauvaise réponse, il y a 15 volts qui est délivré. Sur c'est entre 1960 et 1963, il y a 630 personnes qui ont été testées par le professeur Stanley Milgram. En fin de compte, ce que ne sait pas la personne qui va délivrer des décharges électriques, 15 volts à chaque mauvaise réponse, ça va vite, 15, 30, 45, etc., c'est que la personne qui est expérimentée ne reçoit pas les décharges électriques, c'est un comparse. Et ce qu'on va voir, c'est jusqu'à combien de volts la personne, pour 4 $ et 50 cents dans son déplacement, vis-à-vis d'une personne qui lui a fait aucun mal, avec qui elle a aucune tension, aucun grief, va aller. Et sur le voltmètre qui permet de délivrer les décharges électriques, c'est marqué « mort à 450 volts ». Alors voilà les résultats. Dans 65% des cas, quand l'expérience se fait dans l'université de Yale, avec dans la pièce l'expérimentateur et l'expérimenté, en présence du professeur Stanley Milgram, 65% des gens vont jusqu'à des doses de 370 volts. Si le professeur Stanley Milgram n'est pas présent, d'accord, à ce moment-là, il y a 20,5% des gens qui vont délivrer 270 volts. C'est quand même pas mal. Si l'expérience se fait en dehors de l'université, eh bien, il y a 40,7% des gens qui vont aller jusqu'à des voltages de 315 volts. Et s'il n'y a pas vraiment de consigne, c'est l'expérimentateur qui délivre 15 volts quand il veut. On a 2,5% des gens qui iront jusqu'à 82 volts. C'est la présence au sein de l'université et de l'enseignant à qui on a investi une autorité au nom de la science qui permet d'aller vers des voltages. Et il y a 2/3 de la population qui est soumis à l'autorité. 2/3, 65%. L'expérience a été refaite quelques années plus tard et on trouve toujours 65%. Donc vous étonnez pas, voilà, parce que il y a un processus d'imitation, parce qu'on investit une autorité, etc. Et ce qu'a joué Didier Raoult, c'est très important, ça a été ce qui est décrit d'ailleurs Stanley Milgram va écrire un ouvrage qui s'appelle Soumission à l'autorité, quand un deuxième professeur aussi gradé que le professeur Stanley Milgram, psychosociologue, avec une blouse blanche, une cravate, un nœud papillon, rentre dans la pièce et dit « Qu'est-ce que vous faites ?» On expérimente la douleur sur la mémorisation, et que ce deuxième professeur dit « Mais c'est complètement absurde, ça ne marche pas ». À ce moment-là, la personne s'arrête net. Conflit d'autorité. Donc, le rôle de Didier Raoult, de Christian Perron et de tout ça a été très important parce qu'ils ont joué le rôle de deuxième autorité. Sinon, on n'aurait eu qu'une seule autorité. Et donc, des gens qui auraient peut-être été jusqu'à 370 volts vont arrêter net, mais net, ils se lèvent, etc. Alors, il y a des raffinements. C'est pas les mêmes résultats si l'expérimentateur ne voit pas l'expérimenté et ne l'entend pas, s'il le voit, s'il y a un contact physique. À un moment donné, il y a un point de rupture, les électrodes changent, se détachent du corps, et on demande à l'expérimentateur de les remettre, donc il y a un contact physique. Alors évidemment, l'expérimenté, qui est un comparse, à 70 volts, il gémit, à 120 volts, il se plaint de douleur, à 135 volts, il hurle, évidemment, à 150 volts, il supplie qu'on arrête l'expérimentation. Tout ça, c'est pour voir si l'autre va aller jusqu'au bout, évidemment, l'expérimentateur. À 300 volts, il dit, il pousse un cri violent, et à partir au-delà de 300 volts, il dit, je réponds plus.
Et il y a des gens qui continuent, même s'il n'y a pas de réponse, vous voyez, soumission à l'autorité. Et ça vient du fait qu'on a reçu une éducation, on nous a amené à être soumis à l'autorité. Déjà l'autorité des parents, l'autorité du père, après vous avez l'autorité de l'instituteur, l'autorité de l'enseignant dans le primaire, le secondaire, voire à l'université. Après vous avez votre employeur, si vous n'êtes pas employé, etc. Et donc à chaque étape, alors évidemment, il y a 35% des gens qui échappent à cette soumission à l'autorité. Mais beaucoup de gens ont reçu une éducation de soumission à l'autorité. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont investi confiance envers cette autorité. Ils la respectent. Mais si vous ne la respectez pas, si vous apercevez que les autorités ne sont pas des autorités, pourquoi vous allez continuer à obéir? Si on fait un inventaire, dans n'importe quel bouquin d'infectiologie, vous ouvrez les premières pages, on vous dit, quand il y a un risque d'infection, surtout de pandémie, on ferme les frontières. En France, jusqu'en juillet, les avions venaient de Chine. Ensuite, le confinement, c'était une stratégie, il y avait que celle-ci au Moyen-Âge, mais on mettait les gens, on séparait les personnes contaminées des personnes saines, et les personnes contaminées, on les mettait à l'écart. Là, on a mélangé personnes saines et personnes contaminées. On voit bien que le résultat n'est pas au rendez-vous. En gros, on a eu 450 morts par million d'habitants, et la Suède, qui a procédé à l'immunité de groupe, c'est 188 morts à peu près par million d'habitants. Enfin, ensuite, on n'avait pas de masque. Vous voyez ce que je veux dire? Des tests, on n'en avait pas. Voilà. Et c'est en fin de pandémie qu'on met les masques et qu'on prend des tests. Alors, je vais faire une métaphore. C'est comme si vous disiez, moi, l'hiver, je sors en t-shirt, et l'été, je mets mon manteau de fourrure. Et on s'en rend pas compte parce qu'il y a une soumission à l'autorité. Mais dès qu'il y a une suspicion et que vous regardez les choses factuellement, vous apercevez, là, ça ne marche plus. Donc l'autorité n'est plus une autorité, et donc il n'y a plus à suivre. Alors, autre chose, effectivement, moi-même, je me suis fait avoir au tout début de l'élection de Donald Trump. Ah oui, il fallait bien le dire, c'est le mauvais côté, parce que c'est vraiment le mauvais personnage. N'oubliez pas qu'on est dans un système hollywoodien. Comme disait le cinéaste Alfred Hitchcock, le méchant est bien choisi, donc le film sera réussi. Donald Trump, il a tout fait l'antithèse de Barack Obama. Alors, première chose qui m'a semblé bizarre, dès qu'il est élu, il a tout de suite Hollywood sur le dos. Bon, il a l'Union des psychiatres américains sur le dos. Généralement, dans n'importe quelle élection présidentielle, on fait bonne fortune avec ce qu'on a, on ne va pas discréditer son président puisqu'il est le premier représentant du pays. Là, vous avez l'Union des psychiatres américains qui le dépeint comme hyperactif, QI très bas, incapable de se concentrer, raciste, sexiste, voilà. Très curieux. Voilà. Et puis, il est obligé de tweeter aussi. Il ne peut pas passer par les canaux. Si vous avez compris comment ça fonctionne aux États-Unis, c'est comme dans un film. On a décidé de qui serait élu. Donc, il y a des façons d'influencer les gens. C'est tout simple. Vous faites des sondages. Et donc, comme les gens veulent voter utile, notamment en France, ils disent, si celui-ci va faire 1 ou 2%, je ne vais pas voter pour lui. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir un parti qui progresse. Parce qu'à chaque fois, il y a la notion de vote utile. Et donc, aux États-Unis, il faut savoir que le président est élu par aux alentours de 20% des gens. 80% des gens ne se déplacent plus. Ils sont devenus apolitiques, ils n'y croient plus. Alors, voilà un petit peu l'historique. Il est élu en novembre 2016 et le 5 décembre, le Parti démocrate annonce que son ordinateur a été piraté et il y a des graves documents. Mais voilà, ils ont été piratés, on les a plus, qui montreraient que Donald Trump a participé à une partie fine en Russie. Voilà, parce que évidemment, c'est un gros libidineux. Et donc, Trump, sans jeu de mots, le tient par les couilles. Donc il faut le destituer. Mais c'est pas dit comme ça. C'est le scénario qui est proposé. Vous voyez, le film hollywoodien, un mafieux libidineux à la Maison-Blanche, il faut le destituer. Donc, le gouvernement Obama avait utilisé le général Flynn, donc c'est un général 3 étoiles, responsable de la sécurité sur le sol international, lui aussi un héros comme le général Kitson. Et donc, à un moment donné, le général Flynn a rejoint la campagne électorale de Donald Trump
Il était au départ démocrate. Et donc, le 24, on vient chez lui, puisque Donald Trump a décidé de le reprendre. Ce qui était un petit peu curieux, c'est que Obama et Trump étaient en opposition, et le premier conseil que Obama dit à Donald Trump, c'est surtout ne pas le nommer. La première chose que va faire Donald Trump, c'est évidemment de le nommer. Et donc, à partir de documents qui ont été hackés, aucune preuve, le 12 janvier, le New York Times, sous la plume d'un journaliste qui s'appelle Ignatius, va publier des révélations comme quoi Donald Trump est un traître, qu'il est à la solde de la Russie, que le général Flynn est lui-même un traître. À ce moment-là, ça fait évidemment scandale, et il y a une enquête qui est menée et contre Donald Trump et contre le général Flynn, qui va durer tout le mandat. Et tous les jours, c'était pourri à la télévision sur ce sujet. Donc, le général Flynn prend un premier avocat qui ne s'avère pas très bon, et puis on prend une deuxième, une femme, Sidney Powell, qui découvre des choses hallucinantes. Premier point, le 5 janvier, Obama décide de ne pas donner les informations à Donald Trump sur le général Flynn, comme quoi il serait un agent de la Russie. Mais il lui conseille de le prendre, mais il cache les informations. Deuxième chose, il y a une réunion qui se fait avec John Brennan, directeur de la CIA, James Comey, directeur du FBI, il y avait aussi Loretta Young, qui était à l'époque la numéro 2 du ministère de la Justice. Il y avait Church, qui était ministre de la Justice, enfin, une partie du gouvernement, Joe Biden, évidemment Barack Obama, qui décide de monter un scénario. Comme quoi, il faut faire monter en puissance, comme quoi et Flynn et Donald Trump sont des agents américains. Et donc l'enquête est inscrite par agent russe et par Robert Mueller. Et Robert Mueller, après une enquête, va blanchir et Donald Trump et le général Flynn. Et donc à partir de là, on va découvrir des tas de choses, comme quoi ils ont orchestré un coup d'État foireux, que finalement on a monté un dossier qui a été propulsé dans les médias par James Comey, qui était payé par le Parti démocrate et la fondation Hillary Clinton, évidemment, on dit bien, voilà, et que ça a été une tentative de coup d'État. Et donc, Robert Mueller, qui était procureur et démocrate, va blanchir évidemment Donald Trump, et le général Flynn est blanchi, sauf que le procureur Sullivan refuse de le déclarer blanchi. Ça s'appelle un coup d'État foireux, ou un coup d'État manqué. Et pourquoi il est dérangeant ? C'est parce qu'il est en train de mettre à jour toutes les magouilles, notamment Obama. Vous verrez, il y a l'affaire Benghazi. Voilà, le faux meurtre de Ben Laden. Plus d'autres choses très dérangeantes dans des pratiques des hautes sphères, des pratiques de trafic d'enfants, de rituels sataniques, etc. Et que ça a été le grain de sable qu'il ne fallait pas mettre. Et donc, il fallait tout pour amener la destitution. Ils ne sont pas parvenus. Si vous regardez en France, les documents sont déclassifiés. Vous en avez entendu parler ? C'est tout déclassifié. Tout déclassifié. Ouais, voilà. Que ça soit Hillary Clinton qui dirigeait véritablement le pays, puisque finalement, on s'aperçoit qu'Obama était dans l'obligation de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de le blanchir, mais ça veut dire qu'il y a eu un accord entre eux. Et donc, c'est très intéressant parce que, vous voyez, quand vous avez une écoute a priori sur quelqu'un, quand ce quelqu'un, on a un narratif par rapport à son physique. C'est vrai qu'il n'a pas la minceur d'un Obama, il a un physique, comment on pourrait dire, un peu rough, comme on dit en anglais, un peu brutal, voilà, une façon de parler. Si vous regardez au départ, qu'est-ce qu'il a dit ? Le virus était une grippette. Il a raison. Pourquoi on est en train de le rejeter ? Il n'a pas créé de guerre. C'est un des rares présidents qui n'a pas créé de guerre pendant son mandat. Il a recadré l'OMS. Il s'est l'organisation mafieuse de la santé. Il a mis des jalons pour réglementer la fève.
il a sorti un vaccin qui évite de passer par les vaccins de Bill Gates, qui sont des manipulations de notre génome, notamment avec 2 sociétés, Moderna et AstraZeneca. Voilà. Et il a fait diminuer le prix des médicaments aux États-Unis, qui sont vendus au sein des États-Unis, bien fabriqués dans des unités de production aux États-Unis. Il a fait diviser d'un facteur 5 à 6. Alors pourquoi on a un tel rejet de Donald Trump? C'est très intéressant, parce que je vous demande de changer votre regard. Je ne vous demande pas de me croire, mais de regarder, c'est que quand vous avez une écoute a priori, voilà, vous êtes dans le métro, vous pouvez faire l'expérience, vous dites à quelqu'un, tu vois, ce gars-là, c'est un terroriste. Et immédiatement, vous allez le voir et vous allez interpréter son physique, la façon de se regarder. Il suffit qu'à un moment donné, elle garde la station, vous allez dire, tiens, t'as vu, il a mis sa bombe, il veut se casser. Donc, vous avez une écoute a priori. Et ils ont su formidablement faire ça, une écoute a priori. Et c'est intéressant parce que où est le bien, où est le mal? Qui est bon, qui est méchant? C'est une formidable leçon et on pourrait multiplier les exemples. Alors, on vit dans le virtualisme, un futur tititaillement, la théorie du chaos. C'est le règne de l'ingénierie sociale et je pourrais multiplier les exemples, je ne vais pas surcharger l'exposé, comment par les méthodes des neurosciences on arrive à cristalliser, comme disait Bernays, l'opinion publique. Et vous apercevez que si effectivement il y a un gouvernement invisible qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement profond, il y a longtemps qu'on n'est plus en démocratie. Et donc, c'est presque un service qui nous a été donné, j'allais dire une intervention divine, c'est que pour une fois, on met en visibilité ce qui était invisible. Et pour une fois, vous avez au grand jour la dictature, parce que la pire des dictatures, c'est quand on est dans une dictature et qu'on ignore qu'on est dans une dictature. Celle-ci, elle a une durée de vie infinie. C'est la prise de conscience d'état de dictature qui vous amènera à vous positionner et à savoir ce que vous voulez. Voilà. Je vais pas finir comme j'avais fini un peu d'une façon provocante dans une autre conférence. J'avais dit God bless Donald Trump. Ça m'a plu. Bien sûr. Moi, j'ai un copain qui est un ancien militaire. Je peux vous dire que la désinformation, Monica le connaît, colonel, il a enseigné à l'université la stratégie militaire. Il m'a dit Donald Trump a un QI très bas. Très bas. Il est incapable de se concentrer. Voilà. Écoute a priori. Il y a des tas d'exemples. Par exemple, vous avez un gars, vous dites, ce gars-là, c'est un vrai séducteur. Je pouvais s'assurer qu'il y a un arropage de femmes qui le voit sous un autre regard. Écoute a priori. Si le même individu vous dit, celui-ci, il n'a aucun succès avec les femmes, il pourra faire ce qu'il veut, il y a une écoute a priori. Et l'écoute a priori, en plus avec le monde de l'image, c'est quelque chose qui se met en place très rapidement. Et ça a été ultra rapide. Avant même qu'il soit lu, vous voyez, c'est quand même... Barack Obama, on lui a donné le prix Nobel de la paix avant qu'il ait fait quelque chose pour l'encourager. Il n'a rien fait. Donald Trump, qui n'a pas créé de guerre, à la limite, si le critère c'est de mettre la paix dans le monde, il devrait avoir le prix Nobel de la paix. Et on devrait retirer le prix Nobel de la paix à Barack Obama parce qu'il a déclenché des guerres. Et donc on s'aperçoit qu'on n'hésite pas à créer des guerres en Iran, en Irak, en Afghanistan, etc. Vous allez découvrir. Et donc, ça va être dur. Il faudra beaucoup de soutien pour ceux qui vont découvrir, parce que un des principes fondamentaux de l'être humain, c'est un principe de cohérence. Et donc, découvrir que si on a fait des hautes études, on est un diplômé de l'ignorance, c'est dur. De découvrir qu'on a été roulé dans la farine depuis des années, c'est dur. De découvrir que notre intelligence n'a pas su avoir de discernement, c'est dur. Et donc, c'est vraiment des histoires d'ego. Et c'est vrai qu'avec Monica, on a vu ceux qui avaient les meilleures analyses, c'était inversement proportionnel à leur diplôme. C'est comme si on avait gelé Et en fin de compte, la notion d'habitude, c'est ça. Que vous êtes à une position sociale, vous maintenez l'ordre social qui vous a permis d'être à cette position sociale. Donc... Et par exemple, parmi on ne citera pas le nom, mais les réflexions qu'on a eues, par exemple, vous êtes, ça c'est on n'est pas encore comme en Syrie et on n'a pas encore un confinement. C'est-à-dire, on vous dit, c'est bien, c'est la version light.
savez, comme le Coca-Cola Light. Vous avez la version light, c'est-à-dire c'est le couvre-feu, c'est bien. Et la prochaine fois, ça sera le confinement. Puis après, ça sera, mais on n'est pas encore, voilà. Et vous avez toujours pire. Je leur conseille à ces gens-là de pointer la Corée du Nord. C'est pas mal parce qu'en termes de liberté, ou la Chine, c'est pas mal. On n'est pas encore comme en Corée du Nord ou en Chine. Oui, c'est le principe de la grenouille. Oui, c'est la grenouille qu'on met dans l'eau tiède, on augmente la température progressivement, et quand effectivement la température a monté progressivement, vous mourrez ébouillanté sans vous rendre compte. Donc ça fait des années et des années. De toute façon, ce qu'on nous a vendu, ça existait. Victor Hugo avait proposé l'Europe des États-Unis, et ce à quoi le sage et yogi indien Aurobindo avait répondu dans un ouvrage qui s'appelle L'idéal de l'unité humaine, ce n'est valable que si chaque pays conserve sa souveraineté. Et c'est ce que fait Donald Trump, d'ailleurs. Ah oui, donc on est devant quelque chose d'assez intéressant. Immédiatement, si vous avez une attitude souverainiste, et ça a été le cas de quelques dictateurs, c'est que vous n'avez pas envie d'être chapeauté par le mondialisme. Donc vous n'avez pas envie d'écrouler votre pays, surtout pour une grippette. Alors, est-ce qu'il y a des questions? À qui profite le crime, alors? C'est-à-dire le fait d'écrouler réfléchissez, si vous voulez avoir la main mise sur des pays et la mise en place d'une mondialisation, vous avez intérêt à ce que les pays soient faibles. Ce qu'on révélera, c'est que 135 banques centrales appartiennent à la famille Rothschild. Donc à partir du moment où votre banque centrale n'est plus la banque de votre pays, mais elle est sous tutelle de cette famille, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà. La Libye avait échappé à ça, mais avec la mort du colonel Kadhafi, voilà. Il y a la Corée du Nord, qu'on évoquait, il y a la Syrie, il y a la Russie, et il y a les États-Unis qui commencent à se sortir. La Fed, la Banque fédérale américaine, a été privatisée en 1913. C'est des vieilles Russes, si vous regardez l'histoire économique, en 1694, la Banque d'Angleterre avait été privatisée, on faisait croire aux Anglais que leur banque était encore une banque nationale, alors que c'était une banque privée. Et ça posait aucun problème pour les rois qui guerroyaient, puisque à partir de là, on pouvait augmenter les impôts pour rembourser les intérêts. Et donc on est en train de rentrer dans un processus qui nous amène, comme les pays africains, à être soumis à la fameuse dette des pays du tiers-monde. Et après tout ce constat qui est c'est quoi la suite, quoi? Voilà. La première chose, c'est de regarder la réalité telle qu'elle est. Oui. Et la deuxième chose, ça serait l'objet d'une autre conférence, voilà, on ne va pas tout mélanger, ça serait l'arme spirituelle. Et ça, effectivement, il faut enlever un certain nombre de paradigmes. Et la première chose, c'est de vraiment tester, il faut être honnête. Vous avez des gens, ils ne mettent pas le masque, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, mais ils n'ont pas envie de le dire. Ils ont peur de quoi? D'être contaminés. Ils ont peur de l'amende. En plus, c'est valorisant socialement. Moi, je suis respectueux des autres. En fin de compte, s'ils ont un masque, pourquoi ils ont peur de ceux qui n'ont pas de masque? Vous voyez, c'est un vieux débat qu'on trouve dès les premiers temps de la vaccination. Donc, la lutte, c'est une lutte spirituelle. On ne va pas aller sur ce terrain. Là, on a vu la visibilité économique, on a vu le paradoxe, 1% d'une population met sous son joug 99%. Vous voyez bien que pour y arriver, il faut de la désinformation, donc maîtrise de l'information, maîtrise de l'économie. Qui est maître de l'économie dans un pays va financer les campagnes électorales, choisir qui sera élu et faire de ce président une marionnette qui va mettre en place le programme. Et puis, il faut de la juridiction. Évidemment, si vous avez une juridiction qui renforce le pouvoir du puissant, vous savez, depuis le départ, liberté, égalité, fraternité, on n'a jamais vraiment réfléchi sur cette triade. Liberté, si la liberté est seule sans les deux autres termes, la livrée elle-même, ça débouche sur un totalitarisme, le totalitarisme de droite, puisque la liberté du plus fort opprime celle du plus faible. Donc assez rapidement, dans un pays démocratique, si vous n'arrivez pas à réguler, vous avez les oligarches qui vont déboucher sur une tyrannie. C'est exactement ce qu'on voit. C'est décrit par Platon, ça s'appelle la roue des régimes. Il faudrait que les gens relisent la République. Un classique d'il y a 2500 ans. C'est toujours d'actualité. Deuxième chose, l'égalité. Mais l'égalité sans liberté, c'est ce que la Russie a proposé, c'est un totalitarisme de gauche. Donc ces deux termes, liberté et égalité, sont antagonistes.
Quand vous avez de la liberté, vous réprimez l'égalité. Quand vous avez de l'égalité, vous réprimez la liberté. Donc il faut un troisième terme qui humanise et harmonise. En philosophie, quand vous avez deux logiques qui sont incompatibles, on appelle ça des diades ou des énantioses. Ben, on a depuis, c'est les trois mamelles de la République française, liberté, égalité, fraternité. Maintenant, un pays démocratique, c'est un pays qui a une libre initiative économique. L'égalité, c'est plutôt inégal d'être dans l'égalité, c'est une démocratie de l'équité qu'il faudrait. Et quant à la fraternité, bah, les pays qui sont fraternels et qui n'ont pas la liberté économique au sens du libéralisme économique ne sont pas dans le peloton de tête. Donc la fraternité, l'a-t-on vraiment utilisée, et surtout en distanciation sociale. Vous voyez, c'est le slogan des alchimistes, solve et coagula. Si vous arrivez à dissoudre le lien social au point de faire d'un groupe une succession d'individualités, vous ne pouvez pas avoir de prise de conscience et donc vous pouvez facilement les coaguler. Solver et coaguler, solver et dissoudre. Alors, la lutte spirituelle, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, ce serait l'objet d'une autre conférence. Et après, il faut déjà regarder la situation telle qu'elle est. Et après, se rendre compte que c'est pas simplement une lutte économique, c'est pas simplement une lutte sanitaire, c'est aussi une lutte spirituelle et une lutte à l'intérieur de soi. Et un positionnement spirituel qu'on doit avoir sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et comment avoir d'autres armes. Et ça nous amènerait à déconstruire le temps, à peut-être revoir la notion de spiritualité pour devenir des vrais guerriers de lumière et non pas des gens qui sont soumis à un gouvernement qu'on nous a présenté comme paternaliste. Un citoyen qui n'est pas informé est un sujet. Celui qui est informé devient un citoyen. Autre question ? J'ai l'air d'avoir abattu tout le monde. En fait, quand ça s'est arrêté, là, c'était quand même waouh. Voilà. Ben, on a fait un résumé contracté de ce qu'on a vécu depuis des années, et c'est le point, comme on dit, l'acmé de la situation. Et vous voyez bien que les choses arrivent. Voilà. Et on a vraiment une mise en place. On a découragé les gens d'aller, d'une part, de se faire confiance, donc un manque d'estime de soi. Si vous regardez en Europe, pour empêcher qu'une chose se fasse, par exemple la vaccination obligatoire, il faut qu'il y ait l'unanimité. Le Danemark a déjà accepté la vaccination obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle va arriver. Mais si les gens connaissaient vraiment la nature du traité constitutionnel et considéraient que c'est dans la culture générale qu'on devrait avoir, ben on n'aurait pas ces slogans qui sont vides de sens, du genre une Europe plus humaine. Ben, c'est pas possible d'avoir une Europe plus humaine, puisque l'Europe, c'est comme un syndic dans un immeuble. Si la porte d'entrée au premier étage, au rez-de-chaussée, plus exactement, est cassée, ben ceux qui sont au rez-de-chaussée, au premier étage, sont plutôt motivés pour que ça soit réparé. Mais celui qui vit au 7e, il s'en fout. Et de même, si vous avez des pannes de l'ascenseur régulièrement, ceux qui habitent au rez-de-chaussée, au premier étage, voire jusqu'au deuxième étage, ne sont pas motivés pour réparer à courte durée, mais ceux qui sont en haut, donc il faut un syndic. Donc chacun a des raisons. Vous voyez bien, d'ailleurs, ça ne marche pas. Quand vous avez une Coupe du Monde européenne, chacun défend son équipe. Il n'y a pas une... Voilà. Puis qu'est-ce qu'il y a comme esprit artistique européen ? Il n'y en a pas. C'est une union économique. Donc il faut il faut à un moment donné se réapproprier notre pouvoir de citoyen, c'est ça une vraie citoyenneté participative, et retrouver notre souveraineté. Sinon, effectivement, le programme il est tracé depuis des années. Contrôle de l'identité de chacun, et puis c'est RFID, une croissance zéro, jamais de progression. On est rentré en chrysologie. Moi, donc je suis né au début des années 60. Quand on a eu l'élévation du baril de pétrole en 73, on nous a dit que c'est pour ça qu'on était en crise économique pendant des années. Mais comment vous pouvez gommer ça ? Ça a duré 3 mois. Bon. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on a créé une chrysologie. Donc, je me souviens, au passage en l'an 2000, il y avait un jeune de 16 ans, on lui demandait qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il a dit, pas être au chômage. Vous voyez ce que je veux dire ? Il débute dans la vie, il n'a pas de rêve, son seul objectif, c'est pas être au chômage. Donc ça crée une psychologie de gens jeunes
qui veulent absolument s'insérer par peur d'être rejetés. Donc, ils finissent par accepter l'inacceptable. Et on dépense beaucoup d'énergie, comme dans Alice au Pays des Merveilles, la stratégie de la Reine Rouge. Le sol bouge, et pour rester à la place où on était, puisque le sol avance, il faut courir de plus en plus vite pour faire du surplace. Donc, on perd notre vie à la gagner. On essaye de défendre, et ça, c'est un instinct de survie. Les gens essayent de dire, oui, il faut que je m'en tire, j'anticipe, etc. Mais si on se regroupe pas, on pourra pas gagner la bataille, parce que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça sera balayé. Alors, c'est pas une conférence d'enterrement de première classe, hein, je vous fais. Voilà. C'est une réflexion, et ressentez. Vous savez, la liberté, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie. On peut la philosopher, c'est un mouvement intérieur qui vous fait vous fait dire oui ou non. Les choix. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, ou alors c'est la dépression la plus... Dans les courses du changement, j'anticipe des fois qu'il y a des réflexions, vous passez par des étapes. Alors, on va prendre un exemple un peu basique, vous m'en excuserez. Vous êtes dans une entreprise depuis 30 ans, vous êtes un excellent collaborateur de cette entreprise, vous êtes cadre, et un collègue vous dit « Tiens, tu sais, j'ai entendu, il y a des licenciements, et t'es dedans. » La première réaction, c'est le déni. « Mais non, qu'est-ce que tu racontes avec tout ce que j'ai donné à l'entreprise? Ils vont pas me licencier, t'as du mal lire. » Et puis, 15 jours après, il reçoit sa lettre de licenciement. Donc, il passe par une autre étape qui est la colère. Comment, après tout ce que j'ai fait pour l'entreprise, ils osent? J'ai consacré ma vie à cette entreprise, j'ai même divorcé à cause de cette entreprise, et je suis remercié comme un laquais, c'est pas possible. Puis après, il y a la peur. Vous dites, mais est-ce que je vais retrouver un boulot? J'ai 55 ans, est-ce que je vais pouvoir rebondir? Puis après, il y a la dépression, la tristesse. Mais, passer ces étapes qui sont naturelles de vivre, vous avez une autre, on appelle ça la vallée des larmes, c'est comme un U, si vous voulez. Vous avez donc une première, dans la courbe, une descente, vous avez de moins en moins d'énergie, et après vous remontez. Après vous avez l'expérimentation, la quête d'un nouveau sens, jusqu'à atteindre une sérénité. Donc au bout d'un moment, vous êtes dégagé de ces étapes que vous devez vivre, en accéléré plus ou moins rapidement. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être de l'autre côté, quand vous êtes en quête de renouveau, quand vous êtes dans une nouvelle expérimentation, quand il faut accepter la situation au départ. Acceptation, pardon. C'est-à-dire, ok, j'ai été licencié, mais peut-être c'est la chance de ma vie. Moi qui rêvais d'un boulot, parce que si je suis honnête, je m'emmerdais dans mon boulot, ben, je vais peut-être avoir l'occasion de créer mon propre emploi, quoi. Voilà, je m'installe en auto-entrepreneur, et c'est peut-être la chance de votre vie. Après, il y a une nouvelle expérimentation. Vous allez changer vos repères. Vous êtes dans une énergie constructive. Puis vous allez être en quête de nouveaux sens, de renouveau, jusqu'à l'intégrité, sérénité. Et donc, c'est les cours du changement. C'est Elisabeth Kubler-Ross qui, au départ, a étudié ces cours quand on annonce à quelqu'un qu'il va mourir brutalement. Il ne s'y attend pas. La personne va être dans le déni, mais non, c'est pas possible. Puis après, elle va être dans le marchandage et la négociation, vous voyez. Si j'arrive à survivre, je donnerai ma fortune, voilà. Puis après, vous êtes dans la colère, voilà. Donc, il y a d'abord la colère et le refus, après il y a le marchandage, et enfin, il y a l'acceptation, et c'est la dernière phase. Il y a très peu de gens qui arrivent à ça, c'est-à-dire vous acceptez les lois de la vie, et parmi ces lois, il y a le fait que tout individu est mortel. Il en va de même des individus comme des civilisations. Voilà. Et donc, il est normal de passer par des étapes de déni. Donc, vous avez des gens qui sont actuellement dans le déni, la colère, la peur, la dépression. Alors, pour le gouvernement, le déni, c'est royal. Enfin, il ne voit rien. La colère, c'est les gilets jaunes. Il y a les CRS qui peuvent taper. La peur, c'est génial. Il y a même des disciplines, les effondristes, les collapsologues. C'est foutu, on a dépassé un point de retour. Et le dépressif, c'est royal aussi. Ce qui est plus embêtant pour un gouvernement, c'est quand vous avez passé ces étapes et vous êtes de l'autre côté. Et vous voyez plus du tout la situation en essayant de la défendre, mais en disant, bah, je vais remonter la pente, et là, je vais voir les choses objectivement. Ok, il y a ça, je l'accepte. Peut-être certains pourront pardonner. En tous les cas, peut-être pas aux responsables, mais à la situation, et rebondir dans une autre direction.
Et là, vous devenez un guerrier de lumière. Parce que vous êtes au-delà de la peur, de la guerre, vos zones d'ombre, pour aller vers des zones de lumière et de reconquête de votre vie, de votre souveraineté. Et là, vous redevenez créatif et vous retrouvez des solutions. Et là, pour... Bonne soirée. Bonsoir. En arrivant justement dans cette ascension, de l'autre côté, ça peut se faire toujours qu'avec un groupe d'appartenance, avec ces mêmes valeurs, ou pas? Pas forcément, mais un groupe d'appartenance va augmenter la symétrie. Ouais. Regroupez-vous, ceux qui ont compris, regroupez-vous, ça va vous aider à pouvoir remonter. Évitez d'être avec des gens qui ne voient que le côté noir de la chose. Alors ça vous descend. Vous savez, il y a des gens, vous levez le matin, vous êtes à 120, vous les rencontrez, vous êtes à moins 450. Vous en avez connu, j'en ai connu aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai un voisin qui regardait tous les jours BFM TV, un monsieur assez âgé, en boucle. Et donc son père déprimait, et à un moment donné, il lui dit, ne regarde pas et tout. Il a trouvé la solution radicale, il est venu avec une masse, il a bousillé le poste. Vous savez quoi? C'est la meilleure des ordonnances, son père va mieux. Une journée qui commence par le décompte des morts, et non pas par le décompte des vivants. En psychanalyse freudienne, il y a Eros et Thanatos, force de vie, force de mort. Thanatos étant la force de mort, Eros la force de vie. Si vous commencez votre journée avec Thanatos, il est sûr que votre journée elle va pas être bonne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une petite réflexion. Oui. J'étais un peu enjouée de ce qui se passait parce que je me dis que c'est du chaos que va remettre l'ordre. Chaos ab order. Voilà. Donc je me dis, mais il faut que le gouvernement continue ses mesures pour qu'à un moment donné, on Ça devient réagisse, absurde. qu'on décide, voilà, et qu'on décide tous de descendre dans la rue. Enfin, en tout cas, de faire quelque chose. Mais il faut faire attention à la C'est ça. répression policière, C'est parce que ça. c'est un peu... si vous regardez ce qui est prévu par les démocrates, Donald Trump, il a échappé à 51 attentats. 51. Ouais. Et le dernier, Donc, c'était un missile. Voilà. Sur l'Air Force One. Voilà, et on a essayé de tirer avec un missile sur Air Force One. Donc, les démocrates ont créé des tensions ethniques. Et si vous regardez ce qu'on a essayé de faire, en France, c'est pareil, hein, c'est du copier-coller. Il y a l'affaire Obono, puis maintenant il y a l'affaire des communautés musulmanes. Le gouvernement actuellement est en train d'attiser les tensions de façon à créer les conditions d'une tension sociale, voire d'une guerre civile. Donc effectivement, là, il n'y a plus de gouvernance possible puisque c'est le chaos. Donc vous comprenez que chaos à border, il faut mettre un chaos et proposer un nouvel ordre. C'est à nous de proposer notre ordre et non pas l'ordre mondial. C'est la notion de... Voilà, c'était ça. Donc, L'inquiétude, c'est que, effectivement, il faut faire attention. Il le faut... chaos, finalement, ça peut être aussi un outil hyper important, en tout cas, bien sûr. ce à quoi cherchent les mondialistes. À un moment donné, on dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. À mourir à quoi? C'est certitude, c'est croyance. Donc dans la vie, on passe par des cycles. Hein. Il y a un coach qui s'appelle Frédéric Hudson qui montrait qu'on passe tous par des saisons d'été, d'automne, de printemps, d'hiver. Mais il faut faire attention. On est, moi je dirais, comme un funambule sur une corde. Et comme un funambule avec sa perche, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. La pire des dictatures, ça serait chaos à border totalitaire ou chaos à border libérateur. Donc il y a un ordre libérateur et un ordre totalitaire. Une question pratique, c'est enregistré? On peut à nouveau écouter sur YouTube votre conférence ou... Ben, on vous voit pas. On verra avec Marc, Vous on verra peut-être pas enregistrez tout, on verra les passages. On pourra le regarder sur YouTube? Oui. Ah, c'est bien. Très bien, merci. Voilà. Philippe, voilà le retour. Comment ça Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, effectivement, c'est Avant une que ça bonne soit question. censuré. C'est qui tout double? C'est pour ça que les militaires et les policiers sont déterminants dans une révolution. À un moment donné, quand les forces de l'ordre sont du côté du peuple, la révolution va du côté du peuple. Si les militaires sont contre le peuple, ça devient plus difficile, ça ne veut pas dire impossible. Oui, mais en même temps, quand on regarde toute révolution, il y a des zones d'ombre dans toute révolution. Oui, bien sûr. Moi, c'est un peu, ça me semble un peu. J'ai pas envie de rentrer dans ce côté binaire quand même.
Parce que les provocations existent aussi. Ah ben bien sûr. Et malheureusement, il existe aussi des islamistes dangereux. Oui, mais on est bien d'accord, mais on les a laissés. Il existe des islamistes dangereux qu'on a laissés grimper pour mieux Oui, d'accord. justifier. Mais je veux Là, dire, après, on risque d'être pris entre plusieurs feux. eh ben, quoi. c'est Comment typiquement ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire, voilà, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, à partir de situations qui existent, mais qui ont été amplifiées, on finit par justifier l'ordre qui vient essayer de réguler le problème qui existe et qu'on va pas nier, mais qui pourrait être résolu différemment. Voilà. C'est tout le problème. La révolution, la meilleure définition qui a été donnée, c'est celle de Pagnol. Le jeune Marcel Pagnol, et c'est pas un philosophe, c'est pas Hegel, c'est pas ni Kant qui la donne. Et il demande à son père c'est quoi la révolution, et son père répond à Pagnol, c'est la roue qui tourne. Révolution. Il y a ceux qui ont la tête en bas, ils voudraient avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue un demi-tour. Puis quand ils auront enfin la tête en haut, il y a d'autres qui ont la tête en bas, qui voudront comme eux avoir la tête en haut. Et de demi-tour en demi-tour, de tête en bas en tête en haut, la roue de la révolution avance. Comment ? Et en tête coupée. Oui, bah coupé. Donc pour toi, Philippe, cette montée vers l'absurde par rapport à des barreaux du échec, quels sont pour toi, en tant que visionnaire de l'ingénierie sociale, les prochains barreaux que nous allons franchir? Là, je pense que le piège que veut nous tendre le gouvernement, c'est d'avoir une telle absurdité dans les mesures qui sont prises, parce que c'est ça, qu'il va y avoir de la colère, des mouvements de foule, et ça va justifier le retour à l'ordre. Autre stratégie qui pourrait être mise en place, il l'avait annoncé furtivement, il pourrait démissionner, à la grande surprise de tout le monde. Il y a des élections anticipées. À ce moment-là, on nous refait le coup du Front National. Le Front National arrive au pouvoir dans un pays où la tension ethnique a été montée jusqu'à son apex, et donc il ne peut pas gouverner, c'est les militaires qui reprennent l'ordre. C'est à nous de ne pas tomber dans ces pièges, puisque quand vous ne pouvez pas maîtriser une situation, on ne peut pas maîtriser la prise de conscience. Par contre, on peut maîtriser le chaos. Voilà. Et donc, tout dépendra de la façon dont on va relationner avec les militaires. Ce sont des patriotes au départ. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas intérêt. Les policiers, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez les policiers des patriotes, mais ils n'ont pas le même engagement vis-à-vis de la patrie. Alors que la gendarmerie et l'armée, c'est différent. Voilà, la gendarmerie, l'armée, c'est différent. Et les policiers, il y a même, vous voyez, tout est divisé parce qu'on a appris qu'un policier municipal, il part en retraite avec 800 €, et un policier national, il a ses primes qui sont comptées. Donc même au sein de la police, il y a une division entre nationale et municipal. En fin de compte, la base de la pyramide qui représente 99%, c'est que des clivages. Les pro-masques, les anti-masques, les pro-Macron, les anti-Macron, les hommes de gauche, les hommes de droite. On a des gauchisants, droitisants et des droitisants, gauchisants. Vous voulez la gauche ou la droite pour regarder au microscope. On se demande même s'ils n'occupent pas sur l'échiquier un rôle payé pour ça. Vous avez les pro-arabes, les anti-arabes, les pro-noirs, les anti-noirs, les pro-nationalistes, les anti-nationalistes. Donc, on ne peut maintenir le pouvoir, c'est ce que disait Walter Lippmann, que si on crée au niveau de la base des divisions, et si l'élite a été suffisamment élevée dans un manque d'empathie pour ne pas régler le problème de la base. Et donc ce qu'on veut, c'est supprimer la classe moyenne, puisque lorsque vous avez des riches et des pauvres, ce sont deux droites parallèles qui, comme vous le savez, ne se recoupent qu'à l'infini. Quand vous êtes issu de la classe moyenne, vous voulez avoir une progression sociale, et donc vous faites avancer la société, vous essayez de progresser. Et effectivement, comme il y a eu une classe moyenne qui était aussi cultivée que la classe dominante, la classe riche, c'est embêtant. C'est pas moi qui le dis, si vous lisez dans le New York Times, Warren Buffett, un oligarque célèbre, dit au New York Times, en 2006, c'est vrai qu'il y a une lutte des classes. Comment le nier ? C'est ma classe, la classe des riches, qui a déclenché cette lutte des classes, et on est en train de la gagner. Est-ce qu'une réélection de Donald Trump peut changer les choses, puisque il est en marche pour faire des choses importantes? Ça peut donner une onde de choc. Une onde de choc. Et puis c'est pour ça qu'on a autant de censure, c'est parce qu'on ne peut pas nous faire voir et croire ce qui se passe à l'extérieur. C'est justement.
Vous voyez, on pourrait résumer ce qui se passe par la formule de Jean Monnet. Les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans l'urgence. Donc c'est pour ça qu'il faut une théorie du chaos, voilà, une gouvernance par le chaos, parce que c'est comme ça qu'on impose la nécessité. Alors vous avez en accéléré un cours de psychologie sociale très dense, je m'en excuse, mais ce qui est important, c'est comprendre la philosophie. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai déliré et que je suis paranoïaque? Ah ben, c'est possible. Hein. Vous avez l'impression que la vision que j'ai donnée de la société colle à la réalité. De toute façon, Sinon, on n'a aucune explication. Alors, première explication, on a un dirigeant qui est fou, comme Néron. C'est l'explication qu'on a donnée pour Hitler. Hein. Il était fou. Vous ne pouvez pas comprendre l'hitlérisme si vous n'avez pas les sous-bassements. Ou bien, vous vous dites que quand même ce chaos économique, parce qu'on va tout droit, c'est la potentialité d'un chaos, voilà, il a bien une raison. Oui, ça a du sens. Et c'est complètement absurde. Donc plus c'est absurde, plus vous allez vous révolter. Il y a des gens qui nous disent que c'est une insulte à notre intelligence. Pourquoi 22h, pourquoi pas 23h? Pourquoi certaines villes, pas d'autres? Pourquoi vous vous rappelez, à un moment donné, vous étiez à Lyon, vous aviez une rue, il fallait le masque, et l'autre, il fallait pas. Quoi. Les gens, ils étaient là, mais il y a besoin du masque ou pas? Voilà. Vous avez des villes qui sont limitrophes à Lyon, il n'y a pas besoin d'urgence, mais effectivement, le matin, on prend les métros. Alors, vous voyez, c'est complètement absurde, parce que vous pouvez imaginer, vous avez peut-être vu ce beau film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le dernier métro était prisé, les gens allaient au théâtre, ils se dépêchaient d'avoir le dernier métro. Donc le dernier métro à 21h59, ben ça va être bandé, quoi. Et même le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est complètement absurde. Alors, c'est du théâtre de l'absurde, digne de Beckett, Pinter ou Ionesco. C'est ça. Est-ce que l'intrication des choses est plus complexe qu'avant? Non, elle est très simple. Vous allez voir, ça c'est la grande ruse. Alors, je dis ça pour vous, madame, mais parmi les ruses, quand vous dites à quelqu'un qui est coincé sur ça, il vous dit c'est plus subtil que ça. Mais j'attends. Je parle de l'intrication, hein. C'est-à-dire que les choses sont tellement intriquées qu'elles sont plus difficiles à désintriquer. Non, je pense que c'est un système fractal. Le gouvernement profond a mis en place dans le monde entier le même type de fonctionnement, et si vous arrivez à déstructurer la tête, tout s'effondre. Regardez le nazisme. Le nazisme avait progressé dans l'Europe entière, et quand à un moment donné la tête a été touchée, ça s'est désagrégé. C'est-à-dire le côté fractal et le côté invisible, qui est en train d'être rendu visible, c'était à la fois leur force et leur fragilité. Et donc, on est en train de les déstabiliser en rendant visible ce qui était invisible, et la fractalité qui était leur force sera leur faiblesse. Ça, c'est en termes stratégiques, c'est évident.